Il est temps de conclure. Et bien, pour cette séquence finale, j'ai le plaisir d'appeler Alain Terpan, directeur général de Bretagne Développement Innovation, Clotilde Argentré pour l'ABEA et Jean-Luc Perrault, directeur de Valorial. Merci de les applaudir pour effectivement cette séquence finale. Je laisse Clotilde et Jean-Luc nous rejoindre. Alain. Alors tout d'abord, on regarde cette matinée qui a effectivement été très riche. Je voudrais qu'on revienne au fond sur le thème. On a choisi, vous avez choisi les partenaires de placer l'usine AgroFutur sous l'angle de l'usine à faible impact environnemental. Pourquoi ? Alors oui, pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le hall 6, je les invite à y aller, sur le stand de l'usine agroalimentaire du futur. Je vais faire un petit rappel des stratégies régionales en fait. Quand on fait une stratégie de développement économique, il faut définir des axes. Il y a deux axes qui sont principaux. Le thème des transitions et le thème de la souveraineté. Alors la souveraineté, je vous fais pas de schéma, c'est comment est-ce que la région peut finalement contribuer aux souverainetés en matière de défense avec les forces qu'on a, en matière de cybersécurité, d'électronique embarquée, de naval. Voilà, on a la souveraineté énergétique, comment est-ce qu'on contribue à travers nos stratégies énergie renouvelable, énergie marine, hydrogène, à la souveraineté énergétique française et européenne. Et comment, évidemment, on contribue, et là on est un très fort contributeur, à la souveraineté alimentaire. Si je mets de côté, donc ça c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est les transitions. Les transitions, et on remarque que finalement, ce sujet des industries agroalimentaires, c'est à la fois un sujet de transition, puisque c'est un sujet qui doit constamment s'adapter, et un sujet de souveraineté, comme je l'ai déjà dit. Alors quand on parle de transition, on parle de quoi ? On parle de transition numérique. Comment s'assurer que l'industrie agroalimentaire ne risque pas un décrochage par rapport au numérique. Alors on peut penser à la cybersécurité évidemment qui est le risque le plus immédiat, mais aussi ce qu'on entend beaucoup autour de l'IA. Alors c'est un terme un peu galvaudé, alors je dirais globalement quand même il y a un enjeu autour de l'utilisation de la donnée qui va être de plus en plus prégnant, y compris dans les industries agroalimentaires, et sur lequel il va falloir s'assurer que l'industrie agroalimentaire bretonne reste au niveau. On a les transitions sociétales avec les nouveaux métiers, les nouvelles formations, notamment en lien avec les technologies numériques, mais pas que. Et on a aussi les transitions environnementales avec quelques chantiers qui ont été lancés au niveau de la région. Les emballages dont il a été un peu question, le chantier de la relocalisation que Clotilde a évoqué dans son propos liminaire. Je précise que sur tous ces sujets, typiquement l'emballage, on travaille en partenariat avec ABEA et Valorial évidemment. Et d'une manière générale, tous les sujets de sobriété. Alors, l'action de la région, c'est quoi sur ces sujets-là ? Ça va être le soutien au projet, le soutien à l'émergence de solutions innovantes, après la valorisation de ces solutions, à travers des dynamiques de filières et qui permettent grosso modo aux entreprises qui ont des solutions de trouver leur marché. C'est un peu l'objet de ce Hall 6 dont je parlais, qui est finalement l'exposition de l'innovation bretonne sur ces sujets de l'usine à faible impact environnemental, dont je rappelle que c'était thématisé sur un autre sujet de transition l'an dernier, sur l'eau, la qualité, la sobriété, le comptage de l'eau. Voilà un petit peu comment on détermine les sujets. Il nous a semblé cette année qu'effectivement tout ce qui était usine à faible impact environnemental était le sujet peut-être le plus fédérateur et le plus évident par rapport aux problématiques du moment, même si on voit que dans notre monde vibrillonnant il y a beaucoup d'autres sujets. Si je devais insister sur deux derniers points peut-être par rapport à l'action générale de la région et aux priorités du moment, je dirais qu'il y a quand même, on a vu énormément de très belles solutions. On voit bien que quand même, c'est aussi drivé économiquement, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de modèle économique derrière, ça va coincer. Donc il va falloir, à mon avis, l'innovation, elle est peut-être aussi dans comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions qui arrivent à trouver des retours sur investissement raisonnables et réalistes par rapport à la cible qu'elle prétend adresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mon sentiment, et là c'est très très personnel, c'est qu'il y a
beaucoup de solutions, on les a vues. Le problème est moins sur l'émergence d'encore nouvelles solutions, encore plus innovantes, d'aller encore plus loin dans la techno, que de travailler sur l'appropriation de ces technologies. Et là, on revient aussi sur le volet économique. Voilà. Merci Alain, vous pouvez l'applaudir pour ce mot de conclusion. Transition faite avec Clotilde Argentré. Vous représentez l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. Et au fond, la question que j'allais vous poser, elle prolonge les derniers mots d'Alain, c'est que on a vu effectivement une richesse d'innovation, des leviers pour s'engager dans les transitions environnementales, énergétiques, mais tout ça se fait dans un contexte économique qui est très contraint. Oui, alors déjà, juste un mot pour excuser Marie Kieffer, la déléguée générale de l'ABEA qui a eu un souci d'ordre personnel ce matin et qui aurait dû être là pour dire ses mots de conclusion. Donc là, je vais rebondir effectivement. C'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que on a plusieurs signaux qui sont assez faibles sur la conjoncture économique. On a eu une étude de la Banque de France qui n'est pas encore complètement publiée, mais dont certains indicateurs ont déjà été dévoilés, qui montrent que la santé des entreprises agroalimentaires bretonnes est moins bonne que la moyenne nationale sur un certain nombre de critères, qu'on a plutôt une dégradation de la marge, et donc tout ça fait que voilà, on a du mal à imaginer une poursuite des transitions si on retrouve pas de la compétitivité, parce que tout à l'heure effectivement a été abordé par exemple le sujet des aides, mais le sujet il est pas, enfin, l'aide peut être un levier, mais le sujet il est quand même d'avoir des entreprises en bonne santé qui du coup pourront être en capacité sur le long terme de faire les investissements adéquats. Là, on sort aussi du coup de la période des négociations commerciales. Donc tous les ans, les entreprises agroalimentaires négocient leurs prix avec la grande distribution avant le 1er mars. On a eu encore une fois des négociations extrêmement tendues avec un certain nombre de contrats qui n'étaient pas encore signés lundi matin alors qu'on était déjà le 4 mars et que théoriquement la période réglementaire était terminée. Et en fait, dans ces négociations commerciales, on a la loi Egalim qui, du coup, permet que le juste prix des matières premières agricoles soit bien répercuté tout au long de la chaîne. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, à côté de ça, là, on avait réalisé un sondage conjoint à plusieurs régions, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne, donc 3 grosses régions industrielles agroalimentaires, qui montrent que, en moyenne, on avait une augmentation de 20% sur tous les coûts de production hors matières premières agricoles, donc les emballages, l'énergie, le transport, les assurances, les systèmes d'information, l'eau, etc. Et donc toute cette composante des coûts de production hors matières premières agricoles, elle a été, enfin, les entreprises n'ont pas réussi du tout à les répercuter dans les négociations. Donc là, on a la grande surface qui explique que les prix à la consommation vont rester stable, voilà. Et globalement, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que ça veut dire au détriment de la bonne santé économique des industries agroalimentaires. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même un vrai enjeu de compétitivité et qu'il faut surtout faire attention à ne pas décorréler les enjeux de transition avec la compétitivité des entreprises, que bien sûr ce n'est pas du tout, enfin mon propos n'est pas du tout de dire qu'on va mettre sous le tapis les transitions, mais juste de dire que pour ce faire, il faudra que les entreprises soient en bonne santé et il faut trouver ce bon équilibre entre la performance économique et environnementale. Et l'action de la BEA et d'autres associations représentatives de l'industrie agroalimentaire est tout à fait cruciale, effectivement, pour essayer d'améliorer la situation. On peut applaudir Clotilde pour cette analyse et ce rappel important. Jean-Luc, le mot de la fin, effectivement, un contexte contraint. Alors, quelle est la place de l'innovation? Jean-Luc, vous avez assisté à une partie de la matinée. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Alors, sur la place de l'innovation, elle est, à défaut d'être centrale, elle est cruciale. Je rebondirai sur ce que vient de dire Clotilde. Effectivement, quand on regarde de manière un peu macroéconomique le poids du coût de l'énergie dans un compte d'exploitation de l'usine agroalimentaire française,
Globalement, ça coûte à peu près quand même 6 milliards d'euros l'énergie, la consommation d'énergie dans l'usine. Et c'est un coût qui a doublé en l'espace de 4 ans. Donc en fait, ces 6 milliards d'euros, il faut les ramener globalement au chiffre d'affaires quand même, comme ça on va faire un petit compte d'exploitation. Le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire, c'est à peu près 240 milliards d'euros. Donc le coût de l'énergie aujourd'hui, il représente à peu près 2,5% des charges d'exploitation d'une... voilà. Mais comme ça a doublé, forcément, ça impacte de manière, j'allais dire, très largement, très fortement, voilà. Et si on ramenait ce coût de l'énergie aux marges faites dans le monde agroalimentaire, ce que dit Clotilde, ben effectivement, on mesure bien tout l'impact que ça peut avoir sur la rentabilité des entreprises. Donc, pour moi, enfin, je rebondis aussi sur le propos de de Clotilde, qui disait qu'il ne faut pas opposer transition et compétitivité. Et c'est marrant parce que moi, j'avais marqué un mot-clé qui est celui de la transition compétitive. C'est pas de les dissocier, c'est au contraire, c'est de les associer. C'est ça qu'il faut faire. Donc, inutile d'aller mettre ou tester une nouvelle innovation si ça vous coûte 2 fois plus cher. Ça marchera jamais. Donc, il faut associer cette notion de transition et de compétitivité. Pour ce faire, on a vu au travers de la matinée, on a vu des exemples qui, autour du sujet de la maîtrise de l'énergie, autour globalement des fameux 3 R, réduire, recycler, réutiliser. Moi, j'en rajouterais, alors je vais plaider pour ma paroisse, mais pour moi, il faut en rajouter un 4e, et ça a été très bien illustré ce matin. Le 4e R qu'il faut rajouter, c'est faire de la recherche et de l'innovation. Il y a une question d'appropriation, mais le premier sujet, c'est d'abord de faire des projets de recherche et d'innovation. Et ensuite, si on a des résultats tangibles et intéressants dans ces projets de recherche et d'innovation, et encore une fois, on a quand même vu des super exemples ce matin, il faut vite les implémenter, le plus vite possible, les implémenter, comme tu disais, les implémenter dans les usines. Donc, j'allais dire, ça tombe bien, c'est notre métier. Notre métier, et je pense qu'on en a fait la preuve, c'est de faire de la recherche collaborative en associant plusieurs parties prenantes. Là aussi, on a vu de très beaux exemples ce matin. On peut associer des acteurs de la recherche, de centres techniques, des acteurs économiques, bien évidemment, mais dans les acteurs économiques, des équipementiers, des fournisseurs d'énergie, des entreprises agroalimentaires. Et puis, on peut associer aussi d'autres parties prenantes. L'exemple du parc d'activité était très intéressant en cela, en disant des collectivités territoriales peuvent être des parties prenantes de ces projets. Et nous, ce qu'on voit, c'est effectivement l'effet de levier que peuvent avoir des projets de recherche et d'innovation. Ces effets de levier sont d'autant plus importants qu'ils embarquent un assez grand nombre de partenaires dans les projets. Alors, plus on a de partenaires, c'est un facteur exponentiel, plus c'est compliqué à gérer un projet de recherche et développement. C'est la loi des emmerdements maximum. N'empêche que c'est ça qu'il faut faire si on veut aller très très loin demain. Exactement. Merci Jean-Luc. On peut l'applaudir et applaudir nos 3 intervenants pour cette séquence conclusive. Merci de votre attention. On retiendra qu'effectivement la performance industrielle au fond peut se combiner à l'enjeu des transitions environnementales, notamment sur les sujets de l'eau et de l'énergie. Retrouvez les conférences sur la chaîne YouTube du CEFIA, et puis cet après-midi le thème c'est sur la sécurité des aliments. À très vite dans les allées. Merci.